L'avocat du président de la République n'a su quoi dire pour contrer les arguments des avocats de l'Assemblée nationale. De leur côté, les avocats du président de la République ont insisté, dans leur mémoire en défense, que les députés n'ont pas suivi les procédures légales dans la mise en accusation du chef d'État. Les stations vivant en province ont cessé d'émettre depuis 2 jours. À Mbouch, les habitants se plaignent du manque de transparence sur la transmission des informations réelles. De nombreuses personnes s'interrogent sur les motifs de la fermeture de ces stations. Corée du Sud fait face au coronavirus. L'épidémie a fait son apparition en Arabie Saoudite et a fait 9 morts dans le pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La une des actualités de ce jour, l'avocat du président de la République n'a su quoi dire pour contrer les arguments des avocats de l'Assemblée nationale, des arguments fondés sur la haute trahison de l'État et la violation répétée de la Constitution. De leur côté, les avocats du président de la République ont insisté dans leur mémoire en défense que les députés n'ont pas suivi les procédures légales dans la mise en accusation du chef d'État. La présidence de la République n'a pas avancé d'arguments par rapport à la requête des députés et dans leur mémoire en défense, ils ont sollicité l'irrecevabilité de cette requête. Selon les explications de maître Ranjiamurasat Saounch, une des 2 avocats du chef d'État, les députés ont négligé les procédures légales dans la mise en accusation du président de la République. Elle réitère qu'avant de passer à la motion de déchéance, il devait y avoir une commission d'enquête ainsi qu'une commission de requête pour étudier cette dite violation de la Constitution. Dans leur côté, les avocats de l'Assemblée nationale affirment avec force que la HCC ne doit plus considérer cette demande d'irrecevabilité. Maître Ranarvé Longnien a énuméré les 6 points que le président de la République a violés d'une façon répétitive. Il a insisté sur la violation des articles 167 sur la mise en place de la HCJ, l'article 2 sur la laïcité de l'État. De leur côté, les députés qui ont assisté à l'audience affirment que les arguments apportés par les avocats du président Radon Mapian ne tiennent pas debout. Sur la haute cour de justice, mais écoutez, quand ils disent que certains membres de l'Assemblée nationale qui sont censés être siégés à la haute cour de justice ont participé au vote. Mais une juridiction, à ma connaissance, ou une cour commence à voir son effectivité après la prestation de serment. Donc pour moi, ça ne tient pas debout. Sur la loi, mais écoutez, sur la loi, tout ce qui est partie intéressée est bon. Nous, indépendamment de notre qualité de députés, nous sommes aussi des simples citoyens. Voilà. Donc on peut toujours jouer sur la loi, mais écoutez, la réalité est telle que le non-respect, la violation répétée par le président de la Constitution. Près de 100 députés sur les 120 signataires de la motion de déchéance contre le président de la République ont assisté à l'audience ce matin. Par contre, aucun des députés supposés soutenir le président Radon Mapian n'a répondu présent. Et la rencontre entre la délégation de la Banque mondiale et le Premier ministre Jean Ravel-Nariv s'est focalisée sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. La délégation a également touché un mot sur la lutte contre l'exportation illicite de bois de rose qu'elle a financée de 4,2 millions de dollars. Le financement n'a pas encore pris fin, explique le Premier ministre. Ce dernier a esquivé ce jour les journalistes, même si plusieurs questions restent jusqu'ici sans réponse. Écoutez les explications. La Banque mondiale continue de travailler et de soutenir l'État de Madagascar dans les réformes. Nous pensons qu'il est important d'accélérer les réformes en matière de gouvernance pour améliorer la confiance du peuple en les institutions publiques de Madagascar. En particulier l'institution de la justice. Nous pensons aussi qu'il faut accélérer les réformes pour soutenir, pour faire en sorte que le secteur privé, le secteur des affaires puisse opérer de manière optimale à Madagascar parce que c'est important pour la croissance du pays.
Et qu'en est-il de la réconciliation nationale? La conjoncture actuelle est marquée par des turbulences politiques. Et sur le plan économique, Marc Ravelman tente de tirer profit du processus de réconciliation nationale pour effacer ses dettes. Les participants du sommet d'Ivat estiment qu'ils ont été instrumentalisés. Reportage de Olivier Anchnial. Comment doit-on dénommer le sommet qui s'est tenu à Ivat? Est-ce une réunion censée effacer les pénalités financières ou un sommet sur la réconciliation nationale? Au nom de la réconciliation nationale, l'ancien président Ravalmanan a adressé une lettre à la Chambre de commerce et de l'industrie dans laquelle le fondateur de l'Empire Tico sollicite qu'on le cède le local. En d'autres termes, au nom de la réconciliation nationale, il réclame qu'on lui remette le terrain qu'il a loué alors qu'il a encore des arriérés à payer. Les spécialistes qualifient les actions commises par Marc Ravalmanan comme une infraction économique. Quand on parle de la réconciliation économique, il y a toujours des traitements de faveur. Mais pour ceux qui sont favorisés par ce traitement, ils ont pu produire à moindre coût par rapport aux autres. Mais cela empêche évidemment les investisseurs à réaliser ces activités. Donc, il y a des blocages au niveau des emplois à créer. Dans ce cas, il y a toujours des conséquences graves pour l'économie de Madagascar parce que nous sommes dans la phase de la relance économique, c'est-à-dire il faut créer beaucoup d'emplois. Mais cela empêche évidemment de la création d'emplois. Le cas particulier de Ravalmanan a longuement été mis sur la table lors du sommet d'Ivat, alors que les participants se sont attendus à un débat sur la réconciliation nationale. La réconciliation économique, élaborée à Ivat, renferme de nombreux points, d'après le juriste Imbik Anakle. Joint au téléphone, il explique que la culture de l'impunité ne doit pas prévaloir dans la mise en œuvre des résolutions conclues à Ivat. Face à la situation, les participants à la conférence se sentent instrumentalisés, mais qui a profité d'eux? Est-ce le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar, FFKM, l'ancien président ou l'actuel locataire d'Ambutsruij? Quoi qu'il en soit, une grande partie des résolutions ne vise que l'intérêt d'une minorité et non des 22 millions de Malgaches, selon l'opinion publique. Vivant en province sont cessés d'émettre depuis 2 jours. À Mbouch, les habitants se plaignent du manque de transparence sur la transmission des informations réelles. De nombreuses personnes s'interrogent sur les motifs de la fermeture de ces stations. Et d'après le juriste Azanjian Zakamana, la décision de l'État est partiale. L'Observatoire national des droits de l'homme et de la liberté affirme qu'elle va déposer une plainte pour entrave aux droits de l'homme. Olivier Anchnial. Le bâtiment de la station Viva à Mbudvoun a été quadrillé par des éléments des forces de l'ordre ce matin. Ils se sont postés devant le portail. Depuis hier, la transmission du son et des images des stations Viva en province a été suspendue. C'est le cas de Viva Maïvatanan, un Tsuyi, un Tsirabe, Feneri-Vest, Yus, Muramang, Maanour et un Boust. Simon Oumenzanaar, journaliste de Viva, témoigne que les habitants se plaignent de la carence des informations qui sont en leur disposition. Peu de gens connaissent ce qui se passe réellement dans la capitale. Les informations diffusées sur les chaînes nationales sont quasi censurées. Les droits de l'homme sont bafoués d'après l'Observatoire national des droits de l'homme et de la liberté, OMDH. Il compte déposer une plainte. Le droit à l'information est stipulé dans l'article 11 de la Constitution. L'opinion publique s'interroge sur les vrais motifs de la fermeture des stations Viva en province. Le droit à l'information est prévu par notre Constitution en son article 11 qui stipule que chacun a droit à l'information sous toutes ses formes. Alors la fermeture de la station Viva serait un handicap et constituerait une faute majeure de la part de l'administration malgache puisque cela empêcherait les gens d'en savoir plus de ce qui se passe ici à Tana.
Quelles sont les raisons de la descente des éléments des forces de l'ordre dans le local de la station Viva Mbudvoun? Est-ce pour assurer la sécurité de la station? On a pourtant constaté que ce n'est pas le cas pour les autres stations télévisées telles que Cool TV FM. Certains estiment que c'est à cause de sa proximité avec le bureau national du Parti Mapar. Des questions qui attendent encore de réponses. Et le délestage continue de sévir la Grande Île. Les bas quartiers sont les plus touchés. Jusqu'ici, aucune explication plausible des responsables de la Jirama n'a été fournie. De plus, les coupures d'électricité ne se traduisent pas dans les factures mensuelles. Reportage de Douanier Ndjianzatou. Cette caricature explique le quotidien des Malgaches. Malgré les coupures fréquentes d'électricité, le montant des factures mensuelles ne cesse de grimper. Les compteurs tournent-ils toujours malgré les coupures? Nombreux quartiers de la capitale souffrent du délestage. Chaque jour, une coupure de 4 à 5 heures, notamment dans les quartiers comme Ndavamamb, Mbomanajan, Antomadink, Issouch, Somananjajan, Anusat et Anuspe. Dans ces quartiers, les entreprises sont gravement lésées. Les factures de la Jirama accusent toujours une hausse pour la majorité des ménages. Jusqu'ici, aucune explication précise des responsables de la Jirama n'a été fournie. Le ministre responsable n'a pu donner d'amples explications ce jour en raison du Conseil des ministres. 1 an et 4 mois que le régime Ratonarmampian est sur pied. Jusqu'ici, le problème de délestage reste sans solution malgré les promesses présidentielles d'en apporter d'ici 3 mois. D'après les explications techniques, les mois de juillet et août, le délestage ira en s'aggravant, non seulement à Antananarivo, mais également dans les régions Ambatndrazak, Tuamasn, Fianarantsoa, Mourndav ou Pricaville. Et l'enseigne française L'Oréal a ouvert son premier point de vente à Madagascar, le 3e en Afrique. La société a présenté hier la gamme de produits de marque Maybelline à la City Event. Ces produits sont de qualité. Des tests ont été effectués avant sa mise en vente dans le pays. Les ingénieurs de L'Oréal ont conclu que les produits de marque Maybelline sont compatibles avec les caractéristiques de la peau des Malagasy. Écoutez les explications. Nous sommes leader mondial du maquillage et la première marque de maquillage est Maybelline, une marque inspirée par New York avec beaucoup d'innovation, de l'accessibilité et qui a de fortes valeurs de multi-ethnicité. Et donc le Madagascar fait partie de notre stratégie et nous allons continuer également sur d'autres pays ce développement. En termes de texture et de formule, pour les climats chauds et humides, et donc principalement l'Afrique et l'exemple de Madagascar. Les teintes ont été aussi retravaillées pour le lancement en Afrique, afin de satisfaire l'ensemble des femmes. Et actualité internationale, l'inquiétude en Corée du Sud. Le pays fait face au coronavirus. L'épidémie qui a fait son apparition en Arabie Saoudite et a fait 9 morts dans le pays. Reportage de France 24. L'annonce de 2 nouveaux décès dus au coronavirus MERS alimente la panique en Corée du Sud. À ce jour, 3500 personnes environ ont été placées en quarantaine, chez elles ou à l'hôpital. On ne sait pas qui est infecté. Ça me rend anxieux. La peur du virus s'est largement répandue dans la société. Des caméras thermiques pour repérer la fièvre ont été installées dans certains lieux publics. Les masques de protection fleurissent dans les rues. Des événements publics ou privés comme des mariages sont annulés et 2500 écoles ont été fermées. Alors pour apaiser les esprits, la présidente Park Geun-hye a préféré renoncer à un déplacement officiel. Comme la sécurité de nos concitoyens est la priorité principale, la présidente a repoussé un voyage prévu aux États-Unis et va travailler à soulager l'anxiété des Sud-Coréens. Les autorités ont tardé à prendre des mesures après la détection du premier cas le 20 mai dernier, alimentant la méfiance des Sud-Coréens. La communication sur les modes de transmission a également été mauvaise et a ainsi contribué à aggraver la situation. Les gens qu'il aurait fallu isoler sont venus aux urgences dans des salles d'attente bondées. Ils se sont retrouvés en contact étroit avec des patients infectés et je pense que c'est comme ça que le nombre de contaminations a augmenté. La psychose impacte même le tourisme. Plus de 45 000 personnes auraient annulé leur séjour en Corée du Sud au cours de la première semaine de juin. Pourtant, selon l'OMS,
l'épidémie serait en passe d'être jugulée. Et l'image a choqué une partie des Français. L'intervention musclée des policiers hier dans le 18e arrondissement de Paris. Ils avaient pour ordre de déloger un camp de migrants. Et face à la polémique, la maire de Paris propose l'ouverture d'un centre transitoire dans la capitale. France 24. Un matelas à même le sol, au milieu des arbres, dans ce jardin associatif. C'est là que les migrants ont trouvé refuge, après avoir été expulsés lundi de la rue Pajol, dans le 18e arrondissement de Paris. Ils n'ont pas été bien loin. Leur nouveau camp se trouve à 200 mètres à peine du précédent. Alors, quelle solution pour ces migrants qui, pour la plupart, souhaitent rejoindre d'autres pays? La maire de Paris, Anne Hidalgo, propose la création d'un nouveau centre d'accueil. Il va falloir effectivement que nous allions vers un lieu qui permette d'accueillir ces personnes pendant une durée de l'ordre d'une quinzaine de jours peut-être, mais qui leur permette de se poser, de réfléchir, de faire ce travail avec les associations. J'ai une dernière question pour savoir là-dessus. Si elles demandent le droit d'asile en France ou pas. Mais pour certains élus de droite, ce projet ne servirait à rien. Mais je dénonce le cynisme de Madame Hidalgo. Pendant 6 mois, face à ce campement qui a grossi de dizaines en centaines de personnes, elle n'a rien fait. Et maintenant que le sujet devient médiatique, elle essaie de trouver une pirouette en lançant cette idée qui est une fausse bonne idée. Car les opposants au projet signalent qu'il existe déjà des centres pour migrants en banlieue parisienne, comme ici à Nanterre. Mais ils ne sont pas complets. Certains refusent de s'y rendre, préférant rester groupés au cœur de Paris, près des gares, pour aller vers Calais ou l'Allemagne. En attendant une solution, les migrants de la Porte de la Chapelle comptent rester dans ce jardin avec le soutien de certaines associations. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. L'avocat du président de la République n'a su quoi dire pour contrer les arguments des avocats de l'Assemblée nationale. De leur côté, les avocats du président de la République ont insisté dans leur mémoire en défense que les députés n'ont pas suivi les procédures légales dans la mise en accusation du chef d'État. Et ensuite, les stations vivant en province ont cessé d'émettre depuis 2 jours. Un boost, les habitants se plaignent du manque de transparence sur la transmission des informations réelles. Et enfin, la Corée du Sud qui fait face au coronavirus. L'épidémie a fait son apparition en Arabie Saoudite et a fait 9 morts dans le pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.